Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce lundi 11 juin, un lundi philosophique pour les 631 000 et quelques candidats au baccalauréat. Nous irons à Marseille voir l'inspiration des lycéens et nous entendrons les souvenirs de Bachot, d'Ernest Antoine Sellière et de Jean-Louis Etienne. Le Premier ministre annonce un ensemble de mesures d'aide aux familles, la plus symbolique, un congé de paternité pour tenter de rétablir l'équilibre homme-femme. L'instituteur accusé de pédophilie n'est pas venu à son procès à Nevers. Son absence laisse désemparées des familles des victimes. Un mandat d'arrêt a été lancé contre lui. Première commercialisation en France des matières permettant la fabrication de la DHEA, cette hormone susceptible de lutter contre le vieillissement. L'AS Monaco s'offre comme entraîneur et directeur technique le prestigieux capitaine de l'équipe de France championne du monde, Didier Deschamps. Et puis c'est à Naples que nous vous emmènerons à la fin de cette édition pour la préparation d'un opéra baroque et la découverte de compositions inédites. Allez, au hasard, deux thèmes de philo de ce matin. La question « Qui suis-je » admet-elle une réponse exacte? Ou bien encore, la liberté se définit-elle comme un pouvoir de refuser? Le pire ce matin pour les 631 429 candidats au baccalauréat engagés dans les épreuves de philosophie était cet embarras du choix des sujets proposés. Si les adultes semblent apprécier depuis quelques années de plus en plus les cafés philo et les lectures philosophiques, nul doute qu'une bonne part des lycéens ce matin se demandaient encore à quoi sert cette discipline. Hélène Hugues et Bernie Mériot étaient au lycée Saint-Charles à Marseille pour entendre les candidats. Dernière minute avant le ramassage des copies. Le temps est à la relecture, aux dernières corrections. 4 heures, pas une seconde de plus pour traiter de la liberté ou de la science. L'épreuve de philosophie au baccalauréat est celle de tous les dangers, celle où le hors-sujet est probable, celle où plus de 70% des candidats n'obtiennent pas la moyenne. Ça sert à rater le bac surtout. Voilà. Depuis 131 ans, la philosophie est évaluée au bac, après seulement une année d'enseignement en terminale. Une spécificité française, nul autre pays au monde n'enseigne ainsi à ses élèves l'art du raisonnement. On n'en fera plus, mais ça sert toujours. C'est une façon de réfléchir. Ce sont des éléments déterminants des actes, par exemple. Cette façon de réfléchir, ils sont aujourd'hui de plus en plus nombreux à la rechercher. La vague philo est née au début des années 90. Livre à succès, café philo, ou comme ici une version revisitée du banquet de Platon, ou quand la philosophie se mêle à la gastronomie. Très certainement, le bien manger, comme le bien entendre, comme le bien voir, est un stimulant pour la pensée. Je mange, donc je pense. La recette permet à chaque convive de rester ou de devenir philosophe. Je saisis pas forcément tout ce qui se dit, mais c'est bien par moment de se rendre compte qu'il y a d'autres choses que son propre quotidien. Et si la philosophie n'apporte pas forcément les réponses que donnent les religions ou les idéologies, elle permet au moins de poser les vraies questions. Se poser la question du sens, la question de l'être, c'est fondamental, quoi. La question des valeurs, enfin, c'est ça qui est important. Se poser les vraies questions pour un jour, peut-être, trouver une bonne réponse. Voilà, concernant plus précisément le bac, les corrigés sont sur le 3615 France 2 et puis sur le site france2.fr. La répartition des candidats bacheliers se présente ainsi cette année. Pour le bac général, 52% d'élèves, pour le bac technologique, 30% et pour le bac professionnel, 18% en hausse par rapport aux deux autres catégories. Toute cette semaine, dans nos éditions de 13h et 20h, nous vous ferons entendre les souvenirs d'anciens bacheliers devenus parfois célèbres. Souvenirs heureux, malheureux ou pittoresques. Ce soir, le président du patronat Ernest Antoine Sellière et l'explorateur Jean-Louis Etienne. Moi, j'ai été collé au bac. Mon premier bac, j'y ai été collé, quoi, échec. Et j'ai dû donc recommencer. À cette époque-là, c'était en septembre. Alors en septembre, j'ai eu une mention bien qui donc m'a redonné confiance. Mais je me souviens surtout de celui qui passait avant moi à l'oral de géographie. On lui a dit « Monsieur, voulez-vous nous parler de l'île de la Réunion ?» Alors il a dit l'île de la Réunion entre la Martinique et la Guadeloupe. Alors l'interrogateur l'a arrêté et lui a dit « Monsieur, si l'île de la Réunion avait fait pendant la nuit le voyage que vous dites, on en aurait parlé ce matin dans les journaux, zéro. » J'avais une crainte terrible, c'était le français.
J'adorais la rédaction française, mais j'avais toujours les plus mauvaises notes. Et il y avait une crainte, c'est que si on avait en dessous de 5 en français, on était éliminé. Et en fait, c'était ce que je craignais le plus, quoi, hein, la note éliminatoire, moins de 5. Et en fait, il y avait 3 sujets, je ne me souviens plus, il y avait une explication de texte, un sujet de littérature, et puis je ne sais plus quoi exactement. Et tout le monde disait, ne prenez surtout pas l'explication de texte, parce que là, on vous attend. Et je n'étais pas inspiré, il y avait un texte de Pagnol pour l'explication de texte. J'ai pris ce texte, et je me suis payé 14, c'est-à-dire une des meilleures notes de ma carrière, bien sûr, mais une des meilleures notes du secteur. Et donc, merci Pagnol, je craignais le français, et en fait, Pagnol m'a sauvé. Lors de la conférence annuelle de la famille qui se tenait ce matin à l'hôtel Matignon, Lionel Jospin a confirmé une mesure en faveur d'un congé de paternité de 2 semaines dont pourront bénéficier tous les pères d'enfants nés à partir du 1er janvier 2002. Ce congé de paternité rejoint l'évolution de la société et tend à rendre un peu plus équitable la responsabilité parentale. Ségolène Royal parle d'une avancée exceptionnelle, mais dans le milieu des entreprises, on sent bien quelques résistances ou réticences chez les dirigeants. Reportage Nathalie Moisan et François-Xavier Guton. À gauche, un chef d'entreprise ennuyé lorsqu'un salarié prend un congé parental. À droite, un père de famille qui aime pouponner. Lorsque sa fille est née, Vincent Charpin avait déjà un garçon. Il n'a pris que 8 jours de vacances, mais sur le fond, il est plutôt favorable au congé paternel. On ne peut pas s'opposer au fait d'avoir 15 jours de congé supplémentaires pour s'occuper de son enfant qui vient de naître et assister son épouse qui rentre à la maison. C'est quelque chose d'excellent dans son fondement. Excellent sur le papier, mais si on lui demande son point de vue de patron, là Vincent Charpin est beaucoup plus sceptique. Sa PME de 25 salariés doit passer aux 35 heures avant la fin de l'année. Selon lui, le congé de paternité est une contrainte de plus. Je crois que le principe est bon, de remettre le père au centre de la famille. Je crois qu'il est pervers d'empiler systématiquement, de donner des jours en donnant l'impression que ça ne coûte rien à personne. A l'inverse, Emmanuel, technicien et par ailleurs jeune papa, serait ravi d'avoir 15 jours de congés supplémentaires. Sa femme vient d'accoucher et il a dû prendre 2 semaines sur ses congés d'été pour s'occuper du bébé. C'est tout à fait bien puisque la maman a besoin d'aide juste après la naissance pour s'occuper de nouvel enfant. Dans mon cas, j'ai déjà un enfant qui a 4 ans, donc c'est 2 fois plus de bonnes raisons pour le faire. Sentiment partagé par ses collègues féminines. Je trouve que c'est bien que le papa vienne en même temps que la maman, intégrer le logement, l'appartement. La maman se sent moins seule. Elle est un petit peu perdue lorsqu'on sort de la maternité. Une mesure difficile à appliquer selon les entreprises. Pourtant, ce ne sont pas elles qui la financeront, mais la branche famille de la sécurité sociale. Alors, outre ce congé de paternité, Lionel Jospin a annoncé l'abondement du fonds d'investissement pour la petite enfance, la réforme de l'allocation d'éducation spécialisée pour les parents d'enfants handicapés, et puis une modification concernant les ressources de la Caisse nationale des allocations familiales pour les quelques 80 000 jeunes de moins de 25 ans concernés. Beaucoup de ces jeunes, faute de ressources suffisantes, ont en effet dû choisir de vivre dans des foyers comme celui de Marne-la-Vallée, où se trouvaient aujourd'hui Sophie Mézel et Christian Leroux. C'est leur tout premier chez eux. Un appartement miniature dont ils ont la clé depuis 1 semaine. Donc ici vous avez le petit couloir. Puis là en rentrant là juste à gauche, donc il y a la salle d'abord. Cyril et Valérie viennent de se fiancer. Alors l'exiguïté des lieux, ils auraient plutôt tendance à trouver ça intime, contrairement à la vie chez les parents, qui là en revanche devenait franchement gênante. La meilleure solution qu'ils aient trouvée, un foyer jeune. Moi, comme je travaille et je fais mes études actuellement, donc je peux pas me permettre de payer un gros loyer. Donc avec le relais jeune, j'ai un salaire qui est pas comme je sais que je touche le SMIC et que j'ai pas besoin que je peux pas payer énormément. Donc moi, ça me suffit largement en fait. Pour cette studette, tout équipée, charge électricité comprise, ils payent 2 000 francs par mois. La caisse d'allocation familiale les aide pour moitié. Il leur reste donc de quoi vivre assez confortablement les quelques années qui les séparent de leur vie professionnelle. Autre formule, un appartement que se partagent 5 colocataires. 600 jeunes passent chaque année dans ce foyer. Un tiers ne dispose même pas de 3 000 francs par mois. Petit boulot précaire, contrat à temps partiel, RMI, pas de quoi être autonome. Il leur faut pourtant bien apprendre un jour à couper le cordon. Et mine de rien, le foyer, ça aide à grandir. Je dois prendre mes propres décisions. Je dois décider de ce qui est bien et de ce qui est mal. Ça, c'est très important. Donc, j'ai pas papa, maman derrière pour me dire ouais, fais ci ou fais ça.
La solution n'est que passagère. 6 mois, 1 an, 2 au plus, et puis s'en va. Cela a permis à Jean-Marc de se réconcilier avec les études, lui qui n'avait même pas le bac, et de se concocter un projet ambitieux. Il veut être ingénieur. L'année prochaine, il aura sa chambre à l'université. Il n'y avait personne dans le box des accusés de la cour d'assises de la Nièvre ce matin. Les magistrats, les jurés et les familles plaignantes ont attendu en vain que l'instituteur accusé d'actes de pédophilie se présente. Jackie Kaisersmertz, auteur présumé de viol sur mineurs et d'agressions sexuelles, fait maintenant l'objet d'un mandat d'arrêt et le procès a été suspendu. Compte rendu d'audience, Dominique Verdeillan avec José Boulestex. Rien. Et non, rien. Rien de rien. Rien de rien, on sait rien. De rien. Aucune nouvelle. Aucune. Rien, aucune nouvelle. Le sourire se veut rassurant, mais l'inquiétude est réelle. Événement rare dans la chronique judiciaire, l'instituteur manque à l'appel. Ses anciens élèves, ses victimes ont eu le courage de venir au palais. L'accusé, libre, est absent. Absent d'autant plus inexplicable que l'épouse de Jackie Kaisersmertz a répondu à la convocation. Elle dit avoir eu son mari au téléphone hier au soir. Depuis, plus rien. Ses avocats l'avaient rencontré jeudi. Ils n'imaginaient pas un tel coup de théâtre. Nous avions avec lui appréhendé ce procès comme étant un moment qui devait être un moment de justice et de dignité pour tous ceux qui sont impliqués à un titre ou à un autre dans cette affaire. C'est pour cela que nous ne comprenons pas cette absence et qu'en l'état actuel des choses, nous sommes inquiets et que nous ne comprenons pas pourquoi il n'est pas là. Incompréhension partagée par les parties civiles, en particulier par les parents de Thierry qui s'est suicidé en 97 après avoir déposé plainte pour viol contre son instituteur. Moi je pensais qu'il aurait eu le courage encore de se présenter. Puisqu'il n'a pas eu le courage pendant 30 ans de faire ses saloperies. Lors d'une très courte audience, le procureur exprime aux victimes au nom de la justice son profond regret. Quant aux recherches, elles n'ont ce soir pas abouti. À l'heure qu'il est, aucune piste n'est négligée, tous les moyens possibles sont mis à la disposition de la justice et j'espère très fortement que la justice pourra reprendre son cours normal. Je le souhaite avant tout, évidemment, pour les victimes et leurs familles. Mais pour les victimes ce soir, le procès de l'ancien instituteur se résume à un box vide. 3 questions, Dominique Verdeillan. La première, compte tenu de la gravité des faits, comment et pourquoi l'accusé était-il en liberté ? Eh bien écoutez, le procureur essaie ce soir de se rassurer en disant qu'il n'y a pas de dysfonctionnement, en disant qu'il y a peut-être des failles. Libre, Jackie Kaisersmertz l'était depuis novembre 1998 sur décision du juge d'instruction. Depuis, il était placé sous contrôle judiciaire. Il devait chaque semaine se rendre à la gendarmerie de Salbris. La dernière fois, c'était vendredi dernier. Il devait également comparaître libre ce matin à son procès. C'est une disposition de la nouvelle loi présomption d'innocence qui veut désormais qu'il n'y ait plus obligation de se constituer prisonnier la veille de son procès aux assises lorsqu'on a été remis en liberté. Alors, deuxième question, que fait-on pour le retrouver ? Écoutez, les gendarmes ont pour mission de l'arrêter. Les recherches sont centrées cet après-midi sur les domiciles connus de Jackie Kaisersmertz, sur la voiture de l'accusé qui a également disparu. Ses proches ont été entendus. Une lettre de Jackie Kaisersmertz envoyée à son épouse, reçue vendredi, a été saisie ce soir par le parquet de Nevers. Et on envisage maintenant des fouilles dans les étangs de la région. Alors que se passera-t-il demain, Dominique, s'il n'est toujours pas là ? On se donnera, j'allais dire, jusqu'à vendredi. La Cour se donnera peut-être rendez-vous vendredi. Ça sera le rendez-vous de la dernière chance. Sinon, il y aura, s'il n'y a pas évidemment d'événement d'ici là, un renvoi de cette affaire. Merci Dominique. Alors cette absence de l'instituteur laisse désemparer les familles des victimes. L'une de ces victimes, aujourd'hui âgée de 33 ans, a raconté les violences qu'elle a subies entre 8 et 15 ans de la part de Jackie Kaisersmertz à Agnès Gardet et Marie-Pierre Cassinière. Cet homme n'est pas partie civile au procès car les faits sont trop anciens et donc prescrits. Et progressivement, ça a commencé par des petits attouchements. Et puis après, de plus en plus. Et puis après, ça a pris de l'ampleur. Me caresser les fesses, me baisser le pantalon, et puis me masturber. Et puis après passer à l'acte, quoi, me violer. Des fois, ça vous fait mal. Hein. Il me disait, oh, c'est pas grave, il n'y en a pas pour long. Ça va se passer. Et vous rentriez chez vous et... Comme si de rien n'était.
Ma mère a dit qu'est-ce qu'il y a, t'es fatigué, t'as passé une bonne journée, oui, tout s'est bien passé. Il t'a donné une pièce, ah oui, comme tout le temps d'habitude. Pas grand-chose, une petite somme, mais ça faisait toujours plaisir, quoi. Ça faisait toujours de l'argent de poche. Est-ce que vous avez imaginé qu'à 8, 9 ou 10 ans, vous alliez raconter tout ça à vos parents? Est-ce qu'ils vous auraient cru? Non, je pense pas, non. Non. J'aurais plutôt été giflé et dit arrête de raconter des bêtises. Non, mais puis je pense que je ne l'aurais pas dit, j'aurais eu trop honte. Un jour, vous avez dit stop. Ah oui, oui, quand je suis arrivé à l'âge de 15-16 ans, là, j'ai dit faut que ça cesse, ça peut plus continuer. On ne peut pas effacer ce qu'il a fait, c'est impossible. Vous avez de la haine? Oui, beaucoup. Beaucoup de haine. Jean-Xavier Tibéri, de nouveau dans la chronique judiciaire. Les comptes de campagne de l'ancien maire de Paris pourraient être rejetés, mais pour les défenseurs de M. Tibéri, il ne s'agit que d'un simple problème d'adresse postale. Quant à Xavier Tibéri, sa mise en examen pour fraude électorale a été annulée pour un simple vice de forme. Explication Valérie Hermite avec Maya Elousni. La procédure, toujours et encore la procédure. Les avocats de Xavier Tibéri sont passés maître en la matière et la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris vient de leur donner une nouvelle raison d'être satisfait. Xavier Tibéri n'est plus mis en examen dans l'affaire des faux électeurs du 5e arrondissement de Paris. En l'état, c'est une victoire du droit et à ce titre, il est bon que les règles de procédure aient été appliquées. Nous allons annoncer cette bonne nouvelle à Madame Tibéri. C'était le 24 juillet dernier. Xavier Tibéri était convoqué par les juges pour être mis en examen. Problème, le dossier n'était pas au complet et ses avocats ont protesté. C'est cette irrégularité que la chambre de l'instruction a condamnée. Un incident sans gravité pour l'avocate de la plaignante. Il reste une mise en examen, mais que pour qu'elle soit validée, il faut lui notifier une nouvelle mise en examen. Ce qui peut être fait dès demain si le juge d'instruction le décide. Une victoire symbolique pour Xavier Tibéri, une victoire sur le calendrier pour ses avocats. Avec cette décision, l'enquête sur les faux électeurs du 5e arrondissement de Paris risque d'être une nouvelle fois ralentie. Le procès du financement présumé occulte du Parti communiste devant la 31e chambre correctionnelle de Paris a été suspendu. L'un des avocats de la Compagnie Générale des Eaux mis en examen dans ce dossier, ayant contesté la compétence de cette chambre, M. Robert Hue, est donc venu pour rien. À terre haute dans l'État d'Indiana aux États-Unis, Timothy McVeigh a été exécuté à l'aube heure américaine par injection mortelle. L'auteur de l'attentat à la bombe d'Oklahoma City, qui fit 168 morts en 1995, n'a pas fait de déclaration, à la grande déception du déploiement médiatique. Le président Bush en a profité pour défendre la peine de mort et récuser l'idée d'une vengeance. Correspondance Étienne Lénart avec Aaron Diamond. Sans doute y a-t-il mille et une façons de vivre l'exécution d'un homme. Au petit matin, les opposants à la peine de mort ont choisi la prière dans un immense pré verdoyant à quelques centaines de mètres du pénitencier où dans quelques minutes, Timothy McVeigh va mourir. Maintenant, il doit s'en remettre à Dieu pour se faire pardonner parce que dans 20 minutes, il sera mort. Dans un autre coin, ils sont une petite poignée qui ont tenu à être présents pour afficher, eux, la satisfaction de l'immense majorité des Américains de voir Tim McVeigh exécuté. À 7 heures du matin précise, certains tentent même sans retenue un décompte façon lancement de la navette spatiale. 3, 2, 1, À l'intérieur de la prison, quelques témoins, des familles de victimes et des représentants de la presse américaine assistent aux derniers instants de la vie de Tim McVeigh. Pas un mot prononcé, simplement des regards. McVeigh laissera comme seul testament un poème où il est dit « Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme ». Quand le téléphone rouge a sonné et que l'exécution a commencé, il a fixé le plafond là où la caméra retransmettra sa mort aux familles d'Oklahoma. Il a regardé droit, ses yeux n'ont plus bougé. Les familles viendront dire à la presse leur soulagement. Le président des États-Unis parlera lui de justice et non pas de revanche. Tim McVeigh est mort et les interrogations demeurent.
Comment et surtout pourquoi un jeune militaire si bien noté a-t-il pu se transformer en un terroriste d'extrême droite capable d'assassiner froidement 168 de ses concitoyens? À cette question qui continue de hanter l'Amérique, personne désormais ne pourra plus répondre. Arrêt des combats à la mi-journée au nord de la Macédoine. Le gouvernement de Skopje a interrompu ses bombardements contre la guérilla albanaise afin de permettre une mission humanitaire dans les villages où des dizaines de milliers de personnes sont actuellement bloquées. Et puis aux Philippines, sur l'île de Basilan, les rebelles musulmans du groupe Abu Sayyaf retiennent maintenant 28 otages, dont 3 Américains. À Manille, la présidente des Philippines, Mme Arroyo, a accepté d'envoyer 2 médiateurs afin d'éviter que les ravisseurs ne mettent à exécution leur menace de décapiter les otages américains. En Cisjordanie, le bébé de 6 mois d'une famille de colons juifs grièvement blessé à la tête le 5 juin dernier par des pierres lancées par des Palestiniens est décédé. Ces obsèques avaient lieu en présence du Premier ministre, M. Sharon, aujourd'hui. Et puis ce soir, à Ramallah, responsables israéliens et palestiniens de la sécurité avec un responsable de la CIA américaine doivent se rencontrer pour tenter de consolider la trêve actuelle. À Rome, le 59e gouvernement italien de l'après-guerre, dirigé par Silvio Berlusconi, a prêté serment dans les salons du palais du Quirinal, le siège de la présidence de la République. Aux côtés de Silvio Berlusconi, on trouve dans ce gouvernement le chef de l'Alliance nationale, un parti d'extrême droite. À Rome, Alain Chalvron et Dominique Merlin. Je jure d'être fidèle à la République. Ce serment, fait devant le président italien Carlo Azeglio Ciampi, fait de Silvio Berlusconi le 59e chef du gouvernement italien depuis la fin de la guerre. Le vainqueur des élections du mois dernier a reçu à son tour le serment de ses ministres, en commençant par le vice-premier ministre Gianfranco Fini, jugé trop sulfureux pour faire partie de la première équipe Berlusconi en 1994. À l'époque, les images de ces défilés fascistes dont il était le porte-parole, lui collait encore à la peau. Entre-temps, il a transformé les larmes à l'œil, son parti mussolinien, le MSI, en Alliance nationale post-fasciste, un parti de droite classique. En France, vous vous situeriez où? RPR, bien sûr. Autrement plus sulfureux reste Umberto Bossi, le chef de la Ligue du Nord, devenu ministre des Réformes et de la décentralisation. Le serment doit lui écorcher les lèvres. Lui qui, il y a 5 ans, déclarait à Venise l'indépendance de la Padanie, l'Italie du Nord. Et que dans la foulée, le drapeau italien pouvait toujours servir comme papier hygiénique. Ça aurait été imprudent de le tenir dehors de la coalition. Bossi a été agrandi par l'exclusion et va être amaigri par l'inclusion. Entre Bossi le séparatiste et Fini le post-fasciste par nature jacobin, Silvio Berlusconi aura besoin de tout son talent pour maintenir la cohérence gouvernementale. Et Lionel Jospin avait adressé samedi ses félicitations à Silvio Berlusconi, souhaitant une action commune au service d'une Europe unie. Après le non au référendum en Irlande sur le traité de Nice relatif à l'élargissement de l'Union européenne, Jacques Chirac a exprimé sa déception ce matin, affirmant cependant que l'objectif défini à Nice demeurait le même. À Bruxelles, les ministres européens des Affaires sociales se sont mis d'accord sur le principe d'une information et d'une consultation systématique des travailleurs lors des restructurations d'entreprises. On appelle ça la directive Vilvoorde, référence à la fermeture brutale de l'usine Renault de Vilvoorde en Belgique, c'était en 1997. Concernant l'euro, seuls 25% des PME françaises seraient prêtes. Cyril Devaux et Mathieu Drejoux ont pourtant trouvé à Tessières-les-Bouliès, c'est dans le Cantal, un chef d'entreprise précurseur. Depuis 2 ans, il se prépare à la monnaie unique, mais ce ne fut pas simple. Parce qu'il est enraciné dans le Cantal, Jean-Paul Cussac a décidé d'accrocher sa petite entreprise au flanc des monts d'Auvergne. Il y exploite une source naturelle vieille de 7000 ans. Il y a un forage à l'intérieur de l'usine et nous allons donc extraire cet or blanc à 190 mètres de profondeur. Jean-Paul Cussac vend plus d'1 million de bonbonnes chaque année et uniquement en euros, car il fut l'un des premiers à adopter la monnaie européenne en 1999. Un bon chef d'entreprise, il décide et non pas il subit. Et j'ai bien peur que 80% des chefs d'entreprise qui ne sont pas passés à l'euro vont subir l'euro plutôt que de le décider. Car passer au tout euro, un vrai casse-tête. Il a fallu adapter comptabilité, factures clients et fournisseurs et déclaration fiscale. Un travail coûteux, environ 10 000 euros, et très très long. Par exemple, pour obtenir cette affranchisseuse en euros, le PDG a dû patienter.
Nous avons attendu 2 ans et demi pour obtenir une machine conforme aux prescriptions. C'est-à-dire que si on s'y prend au dernier moment, ça ne marche pas? J'ai peur que les chefs d'entreprise, s'ils ont tout cumulé dans les 3 derniers mois, ils risquent d'avoir des problèmes. En somme, l'euro, ça ne coule pas de source, y compris pour les 12 salariés de l'entreprise. Bien qu'ils reçoivent leur feuille de paye en euros depuis plus de 2 ans, tous ne sont pas encore convertis à la nouvelle monnaie. Par exemple, je sais pas, 100 francs, ça fait combien? 100 francs, ça fait 60... mais faut que je dise, 10 euros, ça fait 65 francs, donc 100 francs, ça fait 665 euros par an. C'est l'inverse. Oui, voilà. Oui. Jean-Paul Cussac, une star dans la presse locale, car il est toujours le seul à utiliser la monnaie européenne dans son coin d'Auvergne. Situation préoccupante, en France, seulement une PME sur 4 se dit prête à basculer à l'euro. Sans surprise, le dépôt de bilan à l'usine Bata Elocourt à Mousset, en Moselle, a été confirmé lors d'une réunion du comité d'entreprise et les 875 salariés d'entreprises concernées occupent toujours l'usine. Évidemment sensible à l'engouement humain, très humain, de celles et ceux qui veulent lutter contre leur vieillissement, un laboratoire français commercialise pour la première fois des matières premières permettant la fabrication de la DHEA. Cependant, la mise sur le marché de cette hormone est problématique car la DHEA n'est pas reconnue comme médicament en France. Mais cela fait des décennies que l'on ne peut empêcher chacun ou chacune de rêver, comme le racontent maintenant Florent Muller, Jean-Paul Chausset et François-Xavier Guton. Cette histoire n'a pas pris une ride. Madame, sur le plateau, s'il vous plaît. Oh, je vous ai demandé la mère et non la fille. Alors ça... Le secret de maman pour rester jeune? La croix blanche, tout simplement. Le mythe de la fontaine de Jouvence est intarissable et inonde désormais les pharmacies. Mieux qu'une crème, la poudre de DHEA, l'hormone hors norme. Commercialisée en masse, elle n'est pas officiellement un médicament. Sa vente engage donc la responsabilité du pharmacien qui en dispose, comme celle du médecin qui la propose. Il faut qu'il y ait un circuit de contrôle qui s'effectue pour façon qu'il n'y ait pas d'excès d'utilisation de la DHEA. En France, la DHEA, c'est un peu comme la salsa. Un pas en avant, 2 pas en arrière. En vente depuis le mois d'août dernier, elle ne jouit d'aucune autorisation de mise sur le marché. Certains praticiens la prescrivent, le Conseil de l'Ordre recommande de s'abstenir. Car si une étude a démontré ses vertus en faveur de la peau et de la libido chez les femmes de plus de 65 ans, à long terme, la gélule manque de cachet. Moi, je ne suis pas favorable à une distribution large de cette hormone, car il s'agit d'une hormone, avant que nous ayons les résultats de toutes ces études. Je pense qu'une mise sur le marché prématurée peut nuire à cet espoir important qu'est la DHEA vis-à-vis du vieillissement. Irène Manac avale de la DHEA 2 fois par jour depuis 3 ans. À 70 ans, elle mène une vie effrénée, fourmille de projets et sa peau est intacte. Elle se sent bien, très bien même, aussi bien que lorsqu'elle n'en prenait pas. Sa forme a toujours été florissante. C'est pas la pilule miracle, hein, c'est pas la panacée. Pour moi, la DHEA peut peut-être permettre de vieillir bien et éventuellement de mourir en bonne santé. La jeunesse, écrivait Jules Renard, est le temps qu'on a devant soi. Les candidats au bac philo en savent sans doute quelque chose. La responsabilité d'EDF dans l'irradiation d'un agent de service en mars 1999 à la centrale nucléaire du Tricastin dans la Drôme est engagée. Des peines d'amende ont été requises par le procureur du tribunal de Valence. Le jugement a été mis en délibéré au 26 juin. Plusieurs milliers de Havrais sont restés confinés dans leurs appartements du quartier du Front de Mer cet après-midi. Des mesures de sécurité strictes avaient été mises en place afin de permettre à des artificiers la neutralisation d'engins explosifs. Reportage Joël Bruyandais, Julien Tria, Édouard Perrin. 3, 2, 1, feu! C'était il y a 1 heure à quelques encablures du Havre, une gerbe de 60 mètres de hauteur. La fin d'une journée sous tension qui avait commencé par cette annonce. Opération déminage. Y a-t-il un syndrome Vimy? Pas impossible quand on voit le luxe de précaution déployé aujourd'hui au Havre. 14 heures près du boulevard François 1er, seuls les policiers et quelques mouettes sont autorisés à circuler. Rentrez chez vous, fermez les volets, ouvrez les fenêtres. Pendant toute l'après-midi, les 4000 habitants du Front de Mer ont été consignés chez eux. Avec interdiction pour les retardataires de regagner leur domicile ou leur travail. On viendrait après 2 heures pour aller travailler, on travaille juste là, regardez. Il y a des notes de service qui ont été faites, le passage est interdit, donc vous restez de ce côté-ci.
c'est une zone de sécurité. Non, non, ce n'est pas une plaisanterie. Au large, pour les 30 hommes de l'équipage du Vulcain, l'opération est moins exceptionnelle. Chaque année, dans la Manche, les plongeurs des mineurs neutralisent près de 2000 engins explosifs datant de la Seconde Guerre mondiale. Les 5 engins explosifs, dont une bombe de 780 kg, ont tous été remorqués 5 km au large après avoir été arrimés à ces Zodiacs. 3 kg de plastique ont ensuite été disposés sur les mines qui viennent de terminer pacifiquement leur carrière. Sport football, l'Olympique de Marseille a un nouveau partenaire sur son maillot. Il s'agit de la compagnie aérienne privée algérienne Khalifa Airways. Et puis l'AS Monaco connaît le nom de son nouveau directeur sportif et entraîneur. Il s'agit du capitaine de l'équipe de France, championne du monde, Didier Deschamps. À 32 ans seulement, celui-ci commence maintenant une toute nouvelle carrière. Julien Richon et Olivier Thieron nous le présentent. Didier Deschamps est un homme de défi. Premier champion du monde à raccrocher ses crampons, il devient le nouveau directeur technique de l'AS Monaco. Le Français connaît l'ampleur de la tâche. Je suis dans les meilleures conditions pour pouvoir commencer le travail qui m'attend. Il y en a beaucoup certainement, mais bon, ça me fait pas peur. Choix de carrière, parcours exemplaire, Deschamps a parfaitement géré sa vie de footballeur. OM, Juventus, équipe de France, au spectacle, il préfère les titres, et les titres, il les accumule. Entre autres, double champion d'Europe en club, champion d'Europe et du monde en équipe nationale. Mais cette année, à Valence, Deschamps se blesse et ne participe qu'à quelques matchs. Il préfère s'arrêter, direction la Principauté. Une page se tourne. Oui, je suis heureux pour lui. Moi, je reste un petit peu triste de mon côté, parce qu'il arrête et qu'on a le même âge. Mais bon, heureux d'un côté quand même. Question, être le joueur le plus couronné du football français, fait-il de vous forcément l'entraîneur idéal? Ou du moins Deschamps, débutant dans le métier, saura-t-il donner un nouveau souffle à l'AS Monaco? Le club a connu une saison très difficile, touché par l'affaire des faux passeports, miné par une 11e place au championnat. Deschamps aimerait bien faire venir à Monaco quelques amis champions du monde. Quoi qu'il en soit, rien n'est acquis, rien n'est gagné. L'aventure, c'est l'aventure. Le mélange de rythme et de musique africaine et cubaine permet depuis 8 ans au groupe Africando de remporter de très gros succès, notamment avec leur dernier album All Star BTC. Ils étaient la semaine dernière au Zénith à Paris, ils seront à Belfort, notamment aux prochaines Eurokéennes. Sarah Carpentier, Bernard Puzesso et Olivier Robert nous les présentent. Cotonou ou Santiago, sans doute un peu des deux. Africando, c'est la salsa cubaine à la sauce africaine, à moins que ce ne soit l'inverse. De toute façon, ici, tout le monde est cousin. Vivi Luison, de Martinica. Miguel Gómez, de España. De la Guinée, Conakry. Jonas Pedro, du Bénin. Florent Badou Balaké, du Burkina Faso. Eh bien, moi, c'est Medoune Diallo, du Sénégal. Eh les gars, s'il vous plaît, Satoun Miguel, c'est toi le chef d'orchestre. Je compte à la manière africaine ou à la manière des latinos. La manière africaine, c'est nous, c'est toujours lent. 1, 2, ouais, les Cubains, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Comment je fais? Comme tu as fait. À la manière africaine. 1, 2, 3, hey! Ils chantent en peul ou en wolof, mais au rythme de la clave cubaine. Normal, disent-ils, la salsa est née des rythmes importés par les esclaves africains. Aujourd'hui, Africando retraverse l'Atlantique. Ici, le son des congas sud-américains se mêle aux voix des griots africains, le vrai rythme afro-cubain. Vingtaine d'artistes sur scène. Au Zénith, on a chanté en swahili, mais on a dansé la salsa. On appelle ça l'Afrique latine.
Voilà, fricando. Et puis pendant tout ce mois de juin, la ville de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, s'offre de belles heures napolitaines. Le baroque est de plus en plus apprécié. Et la Cappella dei Turchini d'Antonio Florio, que Sophie Jouve et Bernard Pucessot ont vu en répétition à Naples, compte bien faire vibrer la basilique de Saint-Denis. C'est un voyage à Naples, l'une des villes les plus touchantes du monde. Une visite au temps du baroque triomphant. Une envolée qui débute dans la poussière des couvents. Là, notre explorateur, le chef d'orchestre Antonio Florio, a exhumé de véritables trésors. Un ensemble de partitions oubliées depuis plus de 300 ans. Il y a à peu près 2 siècles énormément riche de partitions, d'opéra, d'oratorio, de musique sacrée, de musique profane. Je pense que ce ne sera pas suffisant une vie pour découvrir ou pour faire tout ce que m'intéresse. Ce répertoire qui a rayonné dans toute l'Europe revient à la vie dans le couvent Sainte-Catherine. Florio connaît tous ses musiciens, comme s'il les avait faits. C'est lui qui les a recrutés il y a 10 ans, une vraie famille, pour quelques notes de Francesco Provenzale, La colombe blessée. Un opéra sacré à la sauce napolitaine. La sauce napolitaine, c'est ça. La verdeur, la violence diabolique, mais aussi le goût du théâtre. Des œuvres représentées dans de magnifiques églises, mais qui ont gardé l'esprit et l'extravagance des rues où elles ont été créées. On y entend constamment l'écho du peuple de Naples. En réalité, dans ce type d'opéra, le chant, le mouvement et la musique sont liés. Il suffit de ne pas avoir honte, et nous on n'a pas honte. En fait, il faut se laisser porter par la musique. Comme il y a 300 ans, à respirer le même parfum d'ombre et de lumière. Voilà, Naples et le baroque à Saint-Denis tout au long de ce mois de juin. Nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle 2 actualités que nous avons développées. Tout d'abord, le Premier ministre, Lionel Jospin, qui a annoncé un ensemble de mesures d'aide aux familles et aux jeunes. La plus symbolique, un congé de paternité de 2 semaines pour tenter de rétablir l'équilibre homme-femme. Et puis l'instituteur accusé de pédophilie n'est pas venu à son procès à Nevers. Son absence laisse désemparer les familles des victimes. Un mandat d'arrêt a été lancé contre lui. Dans quelques secondes, Nathalie Riouet vous dira tout de la météo de demain. À 22h25, je vous recommande Mots croisés, le magazine d'Arlette Chabot et Alain Duhamel. Que faire des délinquants mineurs? Reportage et débat avec la participation de Marie-Lise Lebranchu, la ministre de la Justice. À minuit, vous retrouverez Jean-Claude Renaud pour le dernier journal de la rédaction, suivi de Futur Antérieur, le magazine d'Albert Duroy. Et demain, à 7h50, Gérard Morin recevra Hubert Védrine, le ministre des Affaires étrangères. À 13h, vous retrouverez Gérard Rolls. À demain, 20h. Bonsoir. Merci.